Bon matin, bon après-midi pour les gens de la France, bon matin pour les gens du Québec. Bienvenue à notre deuxième cours gratuit en direct sur Facebook, sur le double zodiaque avec Jean-Paul Michon, astrologue. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Bonjour Suzy, puis bonjour à tous nos amis qui sont passionnés d'astrologie. Euh, c'est une belle occasion avec ce deuxième cours d'essayer de comprendre tout l'intérêt du double zodiaque. Euh, il faut savoir que ce double zodiaque, ça rend l'astrologie beaucoup plus transparente, beaucoup plus facile à comprendre. Au départ, on imagine que c'est quelque chose de compliqué, mais qu'en fait, c'est beaucoup plus simple en utilisant deux zodiaques qu'un seul zodiaque, parce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas cachés. Alors, c'est ça. J'ai mis sur l'image, là, on voit tes deux livres. Moi, pour en apprendre le plus possible, là, tu vois, j'ai commencé à relire et relire et relire ton livre, commencer à comprendre les termes, parce que si on n'est pas astrologue, on a des thèmes à apprendre là-dedans. Et puis, ce deuxième cours commence à devenir assez sérieux parce qu'on va aborder, comment dirais-je, comment est né le double zodiaque. Et donc, c'était important dans le premier cours de parler de cette notion de continuum, parce une chose qu'il faut savoir, c'est que ce cours a été basé sur la progression que j'ai moi-même fait dans la découverte du double zodiaque. Donc j'ai commencé par découvrir cette notion de continuum en lisant les livres de allons, celui qui a écrit le livre sur le temps et la vie là de bon, je vous fais le nom, c'est pas grave. Et donc ça va me revenir. Et donc à partir du moment où j'avais découvert cette notion de continuum zodiacal, j'ai pu comprendre qu'il y avait comme une espèce d'ensemble au niveau du zodiaque, et ça a été une clé importante pour comprendre le zodiaque, etc. Et donc, je vais passer à la deuxième diapo ici. Voilà. Alors là, c'est une petite remarque au niveau de la recherche en astrologie, parce que euh, souvent dans le monde astrologique, les gens se mettent en position comme s'ils détenaient la connaissance et qui viennent, euh, comment dirais-je, se poser en maîtres qui savent, qui détiennent la connaissance et qui font que les autres n'ont pas le droit de s'intéresser à des sujets que eux ne maîtrisent pas. Alors ce que j'essaye d'expliquer avec cette diapositive, c'est que l'influence des astres n'appartient pas aux astrologues ni à personne. L'influence des astres reste une énigme que subit l'humanité depuis la nuit des temps. Et donc, pour moi, la théorie du double zodiaque, c'est une nouvelle hypothèse, une nouvelle approche astrologique. Et donc, ce que je demande aux gens qui connaissent déjà l'astrologie, c'est de ne pas arriver en disant c'est bon, c'est mauvais, etc., mais d'essayer de comprendre avant d'aller plus loin. Alors, je n'inciterai pas là-dessus. Alors, donc, cette première diapositive est extrêmement importante parce que ça correspond à mon cheminement euh, dans, la, dans la découverte du double zodiaque. Donc, moi, je suis arrivé en 1987 à Québec, à Montréal, pour m'installer comme astrologue professionnel. Donc, ça faisait une vingtaine d'années comment dirais-je, que je m'intéressais à l'astrologie. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de tout arrêter pour m'installer comme astrologue à Montréal. Donc, en 1987, je suis arrivé là. Et le hasard a fait que mon ami, le patron d'Oreas, Francis Santoni, m'a demandé, il venait à l'époque de sortir les calculatrices Astro Pocket, là, et il m'a dit, mais est-ce que tu pourrais pour moi faire le tour des librairies pour présenter la calculette? Puis comme c'était un ami de longue date, j'ai dit, bon, ben, il n'y a pas de trouble, ça me fera plaisir de présenter ces calculettes. Et en fait, c'est lui qui a tracé un peu le chemin m'a amené dans une librairie à Montréal, la librairie Solilunaire de Lionel Chaillet. Puis quand je suis arrivé là, je me suis présenté à Lionel Chaillet, qui en fait avait une école d'astrologie en arrière-plan. Lionel Chaillet, c'était quelqu'un de très cultivé. Puis au départ, il s'était intéressé d'une façon importante à la chiromancie, puis il était venu à l'astrologie par la suite. Et donc, lui, il avait développé, comme au Québec, on n'a pas son heure de naissance, il avait développé une technique assez importante au niveau de la chiromancie pour, à travers les lignes de la main,
retrouver l'heure de naissance. Alors moi j'arrive dans sa librairie, puis très sympathique, c'est quoi ton signe, c'est quoi ton ascendant, et donc je lui dis je suis Gémeaux ascendant Bélier, puis lui il me dit non 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 non, tu n'es pas ascendant Bélier, il me dit avec tes mains tel que je le vois, tu es ascendant Poisson et tu serais même à 22-23. Alors là c'est vrai que ça fait drôle pour un astrologue de se faire dire ça, mais en même temps je me sentais moi ascendant Poisson. Sa réponse là, c'était son affirmation venait me toucher vraiment d'une façon très profonde, parce qu'on dit souvent les ascendants béliers sont des gens qui sont qui partent en colère ou n'importe quoi dans n'importe quelle occasion. Alors que moi c'était pas ça ma démarche à moi. L'ascendant poisson, c'est quelqu'un qui est dans le domaine de la compassion, de l'aide, de l'écoute des gens, etc. Et donc c'était tout à fait moi. Alors ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai changé mon heure de naissance pour devenir ascendant poisson. Puis bon, j'ai continué à travailler comme ça, sauf que là encore, bon Dieu avait mis quelqu'un sur mon chemin, un Français qui connaissait son heure de naissance, parce que c'est important de savoir qu'en France, on connaît son heure de naissance depuis Napoléon. Les heures de naissance sont enregistrées depuis Napoléon, alors qu'au Québec, les heures de naissance sont enregistrées depuis 1950 seulement. Donc tous les gens qui sont nés avant 1950, ben, c'est des oui-dire ou des heures qui sont marquées sur un bout de papier. Donc Lionel Chailly avait développé cette technique-là pour ça. Mais le Français qui vient me voir en consultation, il est Gémeaux ascendant Bélier. C'est pour ça que je dis que le bon Dieu a mis quelqu'un sur mon chemin pour m'aider à découvrir cette technique-là. Et il est Gémeaux ascendant Bélier. Puis ma première idée, c'est de lui dire, mais est-ce que tu es quelqu'un rempli de compassion, de sollicitude envers les gens? Est-ce que tu aimes rendre service? Tu n'aimes pas voir les gens souffrir? Ah, il me dit, c'est tout à fait moi. Puis alors là, je me suis dit, mais je ne peux pas changer l'heure de naissance de tous les ascendants béliers. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est donc là que j'ai eu l'idée de passer, grâce au logiciel d'AstroPC, d'Auréas, en sidéral. Puis là, je me suis retrouvé avec ma bonne heure de naissance à 23,48 degrés, tel que Lionel Chanier m'avait dit 22-23 du poisson. Et donc là, je me suis dit, ben, elle est là la réponse. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à travailler avec ça pendant un certain temps, puis j'avais de meilleurs résultats qu'avec le tropical à la limite. Sauf qu'à un moment donné, je me suis mis à réfléchir, puis je me suis dit, mais c'est quoi qui se passe là? Je suis ascendant bélier dans un sens, ascendant poisson de l'autre, ça marche pas, il y a quelque chose qui va pas, il faut approfondir. Et là, j'ai eu l'idée, donc, d'aller chercher, comme ascendant bélier, c'était gouverné par Mars, puis ascendant poisson, c'était gouverné par Neptune, j'ai eu l'idée, grâce au logiciel d'AstroPC, qui a une option de recherche statistique, j'ai eu l'idée d'aller rechercher toutes les cartes du ciel, ascendant bélier poisson, et d'observer la relation entre Mars et Neptune. Et c'est là que j'ai découvert qu'une carte qui a été vraiment très significative pour moi, donc c'est celle qui est à l'écran ici, c'est celle de Robert Badinter. Robert Badinter, il n'est pas obligatoirement connu de tout le monde, mais ça a été le ministre de la Justice de François Mitterrand en 1981. Et son premier objectif de Robert Badinter, ça a été d'abolir la peine de mort. Et donc, on voit à travers l'abolition de la peine de mort que cette opposition Mars-Neptune, c'est une espèce de tension maximum, parce que l'opposition en 180 degrés dans la carte du ciel, c'est comme la pleine lune, c'est là qu'il y a le maximum d'énergie. Et donc, c'est le gars qui a mis toute son énergie à lutter contre les injustices, donc de quelqu'un qui se fait couper la tête inutilement. Mais ce qui est intéressant quand on écoute Robert Badinter, c'est qu'il a été beaucoup plus loin que l'impact le fait de quelqu'un de se faire couper la tête. Il dit, mais mettez-vous à la place de l'avocat qui défend cet homme qui va se faire couper la tête. Il dit, c'est son argumentation, sa compétence professionnelle d'avocat qui va faire que quelqu'un se fait couper la tête ou pas. Alors, ça met l'avocat dans une situation psychologique absolument intenable. En tout cas, il a mis toute son énergie pour faire abolir la peine de mort. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert que cette première carte du ciel avec l'opposition Mars-Neptune était quelque chose de très significatif pour joindre les deux cartes comme je l'ai fait, donc en dessous. Donc, comme je dis, la première carte, on est ascendant bélier. La deuxième carte, on est ascendant poisson. Et la troisième, ben, on est les deux. Et alors, c'est là que j'ai compris que les deux planètes, Mars et Neptune, jouaient un rôle important là-dedans, et que je me suis dit, comme Neptune est une planète lente,
et que Mars est une planète rapide, 157 ans dans l'autre, puis 2 ans dans Mars rapide 2 ans, puis Neptune 157 ans. Et je me suis dit que pour un ascendant Bélier, eh bien, la relation entre Mars et Neptune, on devait avoir un impact dans chaque superposition, parce que on va pas attendre, le bon Dieu va pas attendre pour faire naître quelqu'un que Mars revienne dans la position en face Neptune à chaque fois. Donc j'ai dit il doit y avoir un écho dans chacun des signes, et c'est là que j'ai commencé à réfléchir donc à cette notion de série d'aspects, et c'est comme ça, en pensant à ça, c'est comme ça que j'ai réfléchi à cette notion d'aspect énergétique, donc qui fait qu'on a 30, 60, 90, 120, 150, 180, etc. pour l'ensemble des aspects pour 2 planètes, donc une planète paire pour le zodiaque. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée, donc alors ça c'est un petit aide-mémoire, c'est là que j'ai eu l'idée de faire des recherches sur les aspects. Parce que je me suis dit, au-delà des aspects majeurs, comme on les appelle, on a des quintiles, on a des sesquis carrés, on a des, etc. Et je dis, ça mérite d'approfondir. Donc j'ai fait énormément, j'ai lu un peu tous les bouquins d'astrologie qui me passaient sous la main. Et j'ai découvert le livre de Bill Tierney qui reprenait tous les aspects de Kepler en essayant d'avoir une réflexion philosophique sur toutes les séries de Kepler. Et donc c'est là qu'il expliquait que la série des septiles, qui avait derrière un principe spirituel de mission, et donc, par contre lui il va pas plus loin, il va pas chercher des cartes, il fait juste mettre ces hypothèses-là. Au niveau de l'aspect les novilles, il dit c'est la division par 9 de la carte du ciel, donc la maison 9, c'est un aspect de recherche, un aspect de questionnement, etc. Donc il décrivait la série des aspects de recherche. Et après ça, on a les aspects de mission, pardon, de talent. C'est-à-dire que pour lui, le quintile, c'est la division par 5 de la carte du ciel, la maison 5 étant la maison de la créativité, de la découverte de soi, etc. Il a dit, là-dedans, il y a comme des aspects de talent. Et le fait est qu'avec toutes ces hypothèses-là, il m'a amené à construire les séries d'aspects qu'on retrouve ici dans le tableau de la hiérarchie des aspects, où je fais la synthèse de tous les aspects que j'ai relevés, avec en haut du tableau, les couleurs correspondent aux couleurs qui sont affichées dans la carte du ciel pour chaque série d'aspects. Au niveau des orbes, juste un petit mot pour te dire que j'ai fait un travail énorme sur les orbes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement entre un aspect et un autre. Parce que j'ai une petite histoire là-dessus que je trouve assez marrante. Dans un livre de Dorothée de Wisemont, à parler des quintiles, c'est-à-dire un aspect de 150 degrés, hein, comme quoi, pas le quintile, le quinconce, pardon. Elle parlait des quinconces comme quoi c'était un aspect maléfique, parce qu'on en avait des quinconces dans la carte d'Hitler. Puis quand j'ai regardé ça d'un petit peu plus près, je me suis rendu compte que le quinconce en question, c'était un biquintile, c'est-à-dire c'était un 144 degrés avec 6 degrés d'orbe. Je dis, ça marche pas, on peut pas faire ça. Et donc, puis en fait, le quinconce peut pas être un aspect maléfique dans la mesure où si tous les gens qui ont un aspect de quinconce, c'est des gens qui sont maléfiques, ça marche pas. C'est donc un aspect, le biquintile, qui est un aspect de 144 degrés, et donc un aspect de talent. Et en fait, ce qui fait que j'ai géré les orbes d'une façon très serrée, puis je rentrerai pas plus dans le détail là-dedans, parce que ça n'intéresse pas la plupart des gens. Parce que, en fait, le logiciel d'Auréas, il gère tout ça pour nous. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant, je vais, à partir des explications que j'ai faites au niveau du dernier cours sur le continuum zodiacal, eh bien, je vais reparler de toutes les superpositions. Là, on a donc le bélier poisson sidéral. Et donc, je vais reparler de toutes les conjonctions dans ce principe de continuum zodiacal. Donc, on avait dit la dernière fois que le signe du bélier, au départ, était construit et existait parce qu'il avait avant été poisson. Et donc, on retrouve avec le double zodiaque ce poisson qui est en arrière-plan. Et donc, on découvre que là, on a une conjonction Mars-Neptune, et on découvre que le poisson sidéral donc, est extrêmement puissant, et il vient dans le bélier pour essayer d'évoluer quelque part.
Et donc, on se rend compte que la conjonction Mars-Neptune vient jouer ce rôle-là. Et là, c'est comme ça que souvent je dis que le sidéral propose et le tropical dispose. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est les aspects qui viennent, comment dirais-je, jouer leur rôle là-dedans. Et une petite remarque pour dire que la conjonction Mars-Neptune peut se passer n'importe où dans la carte du ciel. D'accord? Voilà. Et donc, je passe à la superposition suivante, taureau, bélier, sidéral. Et là, vous comprendrez que je ne peux pas passer à travers toutes les configurations de couleurs de machin pour chacune des superpositions. Donc, je fais ce que j'appelle un petit échantillonnage. Et donc, ici, au niveau de la superposition taureau, bélier, sidéral, on est coloré en bleu. Et donc, c'est un aspect de blocage. Donc, on voit encore que Mars et Vénus sont un petit peu n'importe où dans la carte. On a 15 degrés de différence, ça colorie en bleu. Et je me rappellerai toujours, j'avais donné un cours sur le double zodiaque à une époque, et il y avait un astrologue de Montréal qui était venu à mon cours, avec d'autres astrologues d'ailleurs. Et puis, le gars, il disait, mais vous n'imaginerez jamais le signe du zodiaque d'un ami qui était d'une violence comme ça se pouvait pas. Bah, je lui dis si, c'est tout simple. Il était bélier, il était taureau, pardon. Il me dit comment tu peux savoir ça? Ben, je dis la réponse, on l'a sous les yeux là, c'est que le taureau bélier sidéral, le bélier sidéral, il doit donc évoluer vers le taureau, c'est-à-dire passer de l'impulsivité à des réactions plus adoucies à cause de Vénus. Et quand on a un aspect de blocage, eh bien, le bélier reste dans l'agressivité permanente. Parce que ce blocage fait en sorte que toutes les frustrations ne peuvent pas être assumées par la personne. Il faut que ça parte dans toutes les directions. Alors, c'est comme ça que la série de blocages est intéressante à connaître. Et là encore, donc je ne m'intéresse plus aux planètes, je ne m'intéresse plus aux aspects, je ne regarde que la couleur. Voilà. Alors, la superposition Gémeaux-Taureau sidéral, là, elle est colorée en vert avec l'aspect de 51 degrés, qui est un aspect de mission, donc entre Vénus et Mercure. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a la fameuse réflexion sur à quoi sert Vénus, à quoi sert Mercure. J'ai effectivement, avec ma longue carrière, eu le temps de réfléchir aux deux planètes. Et on découvre que Mercure, c'est la planète du détail, des explications claires, et Vénus, c'est la planète de l'intelligence globale et qui a une vision globale des choses. Et donc, on voit avec un aspect de mission, dans la superposition taureau-gémeaux ou vierge-balance, qu'on a une complémentarité ici, justement, dans l'utilisation de ces deux planètes-là. Et donc, j'avais expliqué la dernière fois, justement, dans mon continuum zodiacal, que le taureau, c'est quelqu'un qui avait accumulé des connaissances au sens, comment dirais-je, karmique. Et donc, quand on est coloré en vert, donc un aspect de mission, eh bien, c'est quelqu'un qui doit livrer la marchandise. Donc, avec cette superposition taureau-gémeaux, coloré en vert, ben, on a affaire à quelqu'un qui peut devenir écrivain, journaliste, auteur, etc. C'est plus souvent écrivain d'ailleurs, on a souvent affaire à des gens qui écrivent beaucoup. Et donc, voilà, on parlera de la Vierge et de la Balance plus tard, mais on a le même principe entre Mercure et la Balance. Voilà. Alors, suivant. Alors, la superposition Cancer-Gémeaux-Sidéral. Alors, là encore, on est dans la continuité, donc, comme de la dernière fois. Donc, on passe du Gémeaux au Cancer et on passe du Taureau au Gémeaux. Et donc là, on découvre que le Gémeaux sidéral, Cancer, coloré en rouge, on a affaire à quelqu'un qui est intellectuellement extrêmement brillant. Et donc, le Cancer, c'est quelqu'un qui doit être capable d'atteindre les gens au niveau émotionnel. Et donc, c'est quelqu'un, quand il parle, donc quand il y a un aspect de coloré comment dire, en rouge, qui est donc un aspect de talent, on a affaire à quelqu'un
qui a une puissance verbale qui va toucher directement les gens au cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est très fort au niveau des communications. Et donc là, en fonction encore de l'aspect entre Mercure et la Lune, eh bien, on peut avoir toutes les spécifications au niveau du cancer. Si c'est bleu, ben, on a quelqu'un justement qui est pas à l'écoute des gens. Si c'est vert, on a quelqu'un qui a des talents de romancier. Si c'est rouge, ben, on a affaire à quelqu'un qui... L'aspect rouge, c'est un aspect, comment dirais-je, de talent, mais dans l'instantané. Donc, justement, la superposition rouge comme ça, Gémeaux, Cancer, on la trouve souvent chez les gens qui font de la radio, du direct, etc. On a un astrologue au Québec qui avait ça, c'est Werner Herzig. Et donc, il y a aussi, alors l'aspect mauve, qui est intéressant, où on a affaire à quelqu'un qui est en questionnement, qui cherche à comprendre, etc. C'est passionnant à observer. Et donc, il faut savoir que toutes ces superpositions de couleurs-là ont un impact sur le Soleil quand il est dans le signe. C'est-à-dire que chaque planète qui est dans un signe où il y a une couleur subit l'influence de la couleur. C'est intéressant à observer, particulièrement quand c'est un des deux luminaires. Parce que quand c'est un des deux luminaires qui est dans une superposition colorant bleu, eh bien, on aperçoit que l'énergie ne passe pas à travers la superposition. Donc, attends, je m'excuse pour le son. Ça veut dire que la planète est moins forte dans le bleu. Oui, elle fait comme, c'est comme si elle disparaissait. Et donc, c'est dans la conscience de la personne. Donc, quand c'est la Lune qui est dans une superposition colorée en bleu, on a souvent affaire à quelqu'un qui est angoissé, qui se pose, qui n'a pas confiance dans la vie. D'ailleurs, on retrouve souvent ces planètes colorées en bleu dans les gens qui sont dans les syndicats, qui se plaignent toujours des autres, etc. Ils ont toujours quelque chose à se plaindre. Et le Soleil, quand il est dans une coloration bleue, Ouais. on a affaire à des gens qui ont énormément de mal à se manifester en termes d'individus. C'est comme si la conscience du moi psychologique n'était pas là. Et donc, ils se laissent écraser pour toutes sortes de raisons. On- C'est très intéressant à observer. Moi, le double zodiaque à ce niveau-là est passionnant parce que la couleur vient nous donner tout de suite la réponse de ce que vit la personne. Alors quand il n'y a pas de couleur, quand on est en simple zodiaque, ben ça, c'est une information qu'on n'a pas, qui n'est Non, pas disponible. c'est Vous voyez? ça. Oui. Merci Passionnant. beaucoup. Oui. Alors, l'aspect de 100 degrés entre le Soleil et la Lune, c'est un aspect de recherche. Et donc, il faut savoir que la superposition entre le Cancer et le Lion est extrêmement intéressante à observer parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même les deux planètes pratiquement principales de la carte du ciel. Hein. Le Soleil représente le moi psychologique, la Lune représente l'âme. Hein. Et donc, toute la relation entre la Lune et le Soleil, c'est tout un équilibre pratiquement instable de notre psychologie, de notre psyché. Et donc, quand on a un aspect donc, jaune, par exemple, au niveau de la superposition Cancer-Lion, on a affaire à quelqu'un qui est très équilibré psychologiquement. Quand on a affaire à une coloration bleue, Cancer-Lion, on a affaire à quelqu'un qui n'ose pas, comment dirais-je, qui est incapable, il est tellement sensible au niveau émotionnel qu'il n'est pas capable de s'affirmer. Il est toujours dans le repli sur soi, parce que le cancer, c'est le repli sur soi. Quand on a affaire à une coloration verte, alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a souvent des gens qui sont dans le domaine du cinéma, de la comédie, Louis de Funès par exemple. C'est que là, on est capable de, c'est un aspect de mission, donc on est capable de se mettre à la place des autres et de jouer n'importe quel rôle. C'est passionnant. Et donc, on a l'aspect de talent. Alors, l'aspect de talent, c'est quelqu'un qui est capable de faire du théâtre, etc., qui a une dynamique au niveau de la personnalité extrêmement intéressante. Et l'aspect mauve, c'est quelqu'un qui est en questionnement permanent sur la façon dont il a des relations avec les gens. C'est-à-dire que le mauve, la couleur mauve au niveau du cancer, c'est quelqu'un qui vit uniquement à travers ses émotions. Et donc, il va être extrêmement sensible et facilement perturbé dans la relation avec l'autre à cause de sa puissance, la force de ses émotions. Et donc, c'est quelqu'un qui va trier énormément les relations humaines avec qui il va avoir parce que sa sensibilité émotionnelle domine toutes ses relations humaines. Passionnant.
La superposition Vierge-Lion sidéral, colorée en vert avec un aspect de 26 degrés. Alors là, c'est intéressant parce que le signe de la Vierge est souvent mal connu par les astrologues, et la superposition Vierge-Lion est très significative là-dedans. C'est-à-dire que quand on a une superposition Lion-Vierge, on a affaire à quelqu'un qui porte en lui une espèce d'autorité naturelle, et le signe de la Vierge, qui est donc un aspect de mission, c'est quelqu'un qui a toujours réponse d'une façon, avec un aplomb charismatique, qui a réponse à tout. Et donc c'est quelqu'un qui est cultivé, qui a une certaine notoriété. Donc grosso modo, on pourrait dire que c'est un monarque. D'accord? Et alors là, c'est la même chose quand c'est coloré en bleu, en jaune, en rouge, en mauve, etc. Le jaune, par exemple, on a souvent affaire à quelqu'un de très cultivé, qui va être professeur, qui va apprendre des situations, des postes de notoriété. On a le ministre de la Culture en France, comment il s'appelait déjà, qui avait cette superposition-là, etc. Et le bleu, ben, on a affaire à quelqu'un qui a toujours l'impression de ne pas être compris, parce que c'est quelqu'un qui porte en lui un ego fort, et le bleu fait qu'il a du mal à se faire comprendre. Donc souvent, je dis à ces gens-là, ben, il faut qu'ils apprennent à se manifester par écrit, parce que au niveau de la personnalité, ça passe pas. Bingo. À conjonction Soleil-Mercure, ça c'est une des plus belles relations entre Mercure et Vénus. Alors, juste un petit mot justement pour ces deux planètes qui pour moi sont les deux planètes de l'intelligence humaine. Et donc quand on a la conjonction, donc des deux planètes de l'intelligence humaine qui sont gérées par leur relation, c'est-à-dire que la relation angulaire entre Mercure et Vénus, qu'on appelle l'aspect, vient définir le type d'intelligence que vous pouvez avoir. Et donc, quand on a la conjonction Mercure-Vénus, comme dans cette carte-là, on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement synthétique, qui voit clair, et qui a en même temps suffisamment de recul pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Et donc, on a souvent affaire à des gens extrêmement intelligents. Et la particularité de ces gens intelligents, c'est qu'ils n'aiment pas se mêler aux autres, parce que ils se rendent compte que les débats qu'il peut y avoir autour d'eux, ça vole pas très haut, puis ils préfèrent s'en retirer que de rentrer toujours dans des polémiques, etc. Ça dépend un peu du reste de la carte du ciel. Alors, le blocage Mercure-Vénus, un aspect qui colore en bleu les deux superpositions, c'est intéressant parce que on a souvent affaire, donc dans la Vierge Balance colorant en bleu, on a affaire à quelqu'un qui est toujours dans la Vierge, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, et la planète Vénus n'est pas capable d'apporter le feedback de arrête d'en faire de trop là. Et donc c'est souvent des gens qui s'épuisent au travail, qui en font de trop, etc. Et au niveau du Taureau Gémeaux, ben, on a affaire à des gens qui sont a priori très cultivés, mais qui n'ont aucun sens de la relation avec l'autre en termes de communication. Donc, quand on a le Taureau Gémeaux coloré en bleu, on a affaire à des gens qui parlent, puis la seule solution, si vous voulez arrêter de parler, c'est de foutre le camp. Hein, Juste, oui. juste pour savoir, Jean-Paul, tu nous parles de la superposition Vierge-Balance sidérale. Là, on voit le jaune, puis là, on voit Vénus et Mercure. C'est le lien avec les planètes de ces signes-là, c'est ça? Oui, alors, Ah, ça va vite, là. ouais, je comprends. Alors, Mercure gouverne la Vierge et le Gémeaux, Mhm, Vénus gouverne le Taureau et la Balance. c'est ça. Et donc, la conjonction, c'est tous les aspects énergétiques dont la conjonction fait partie, coloris en jaune la superposition. Je comprends. Et donc, si c'est un aspect de blocage, comme le 15 degrés qu'on a vu précédemment, eh bien, on va colorer en jaune, en bleu, pardon. En bleu. Si c'est un aspect de mission coloré en vert, ça va colorer en vert les aspects, etc. Voilà. Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que il faut savoir que moi, au départ, quand j'ai commencé le double zodiaque, que j'ai eu en 1988, je pense, j'ai eu la superposition comme ça, les deux zodiaques.
Puis pendant toute une dizaine d'années, j'avais des feutres, j'avais un bol une tasse à café avec les feutres sur mon bureau. Puis je coloriais en couleur mes affaires pour les distinguer, pour les faire ressortir dans la carte. Puis à un moment donné, j'avais fait une conférence à Québec où je faisais imprimer des cartes. Donc j'étais dans une école, là, je faisais des conférences sur le double zodiaque, puis je faisais imprimer des cartes de 1,20 m, c'est-à-dire 4 pieds par 8 pieds, pour les mettre sur des cartons pour bien que tout le monde voit. Là. Et je colorie avec des feutres mes affaires. Et j'avais envoyé une photo chez Aurès à Paris, à Francis Anthony, pour lui expliquer que je faisais des conférences là-dessus. Puis c'est là qu'il m'a rappelé pour me dire, hey, tu colories les superpositions où il y a des aspects, comment dirais-je, en fonction de tes 5 familles. Ben, j'ai dit oui, moi je suis obligé de faire ça. Et c'est là qu'il m'a dit que mais ça pouvait se faire au niveau informatique. Donc c'est lui qui m'a proposé de rentrer ça dans le programme. Donc à partir de 2011, j'ai pu colorier, parce que c'est en septembre 2011 qu'il a sorti le logiciel, enfin la version d'AstroPC avec les couleurs. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais pu beurrer en couleur chacune des superpositions. Et c'est là que ça est devenu intéressant, c'est que chaque fois que j'ai imprimé une carte, puis que je devais les colorier, ben, ça prend du temps. Alors qu'à partir du moment où ça a été directement intégré dans le logiciel, ben, c'est envoyer les cartes. Et puis ça a été beaucoup plus rapide, mes réflexions sur le sujet. Alors, aspect de blocage entre Vénus et Pluton, un aspect de 165 degrés pour la superposition Scorpion-Balance. Alors, j'aime beaucoup parler de cette superposition-là parce que hier encore, je parlais avec une astrologue en France qui m'a appelé justement parce qu'elle était ascendant Scorpion, puis elle se sentait ascendant Balance. Donc, il y a quelque chose qui se joue d'important là. Puis moi, souvent, d'ailleurs, dans mon premier livre, je dis que pour moi, c'est le plus beau signe du zodiaque, parce que les Scorpions, là, on les critique pas mal en disant que c'est un signe qui est invivable, etc., parce qu'ils sont très durs dans les relations. Puis quand on s'intéresse au double zodiaque, on s'aperçoit que les scorpions, ils sont balance au niveau sidéral. Et donc, ils ont le soleil dans la signe de la balance sidérale et scorpion tropical. Et là, on découvre que le signe de la balance, c'est un signe d'entre-gens, de diplomatie, il veut faire plaisir à tout le monde, et donc il veut faire de la peine à personne. Et donc le signe du Scorpion, en fait, la problématique du signe du Scorpion, c'est pour ça que c'est un signe que j'aime beaucoup, ce n'est pas d'être méchant, c'est de se protéger. C'est que la superposition Balance-Scorpion, en fait, est tellement gentille qu'elle doit apprendre à développer le Scorpion pour arrêter les prédateurs. Et donc là, on voit que les couleurs rentrent en jeu. C'est que ici, par exemple, on a la coloration bleue, ben, on a affaire à une personne qui ne voit pas le danger. C'est donc de la naïveté. Et donc la personne, et donc là, le coloration bleue, c'est un des signes les plus graves là, dans le domaine, parce que on a vraiment affaire à quelqu'un qui se fait avoir en permanence. Et donc, il ne voit jamais l'aspect négatif des gens. Et donc, il rentre dans la relation avec les gens, et puis il se fait avoir, etc. Et c'est vraiment désagréable pour eux, difficile à vivre avec cette superposition. Et donc là, on voit bien que les couleurs deviennent significatives parce que le jaune, par exemple, ben, on a affaire à quelqu'un quand même qui est conscient de sa fragilité, puis en même temps de la fragilité des autres, et qui va être capable quand même de repousser les prédateurs. Donc, je dis souvent que la superposition Scorpion-Balance Scorpion tropical, c'est des gens qui vont être conscients de la fragilité des autres dans leur relation avec les prédateurs. Alors, quand c'est vert, on a affaire à quelqu'un qui va jouer un rôle dans un environnement de travail pour prendre la défense des gens qui sont soumis justement à des prédateurs. Quand c'est coloré en vert, donc quand c'est coloré en rouge, donc c'est ça, on a affaire à des gens extrêmement actifs là-dedans. Et quand c'est coloré en mauve, on a affaire à quelqu'un qui devient un stratège, c'est-à-dire que le mauve dans la superposition balance-scorpion, c'est quelqu'un qui va construire des pièges pour mettre les prédateurs le nez dans leur caca. Et c'est assez efficace, je peux vous le dire. Voilà.
Superposition Sagittaire, Scorpion, Sidéral. Alors ça, on a un aspect de mission entre Pluton et Jupiter ici. Et alors ça, c'est la superposition du zodiaque qui est la plus intéressante, une des plus intéressantes à observer parce que souvent on dit des Sagittaires que c'est le signe de la philosophie, de ceci, cela, mais on se trompe sur toute la ligne. Parce que derrière le Sagittaire, il y a le Scorpion. Et le Scorpion, c'est le signe de la guerre. Hein. On a ces nouvelles générations de jeunes là, dans la vingtaine aujourd'hui qui sont nés avec Pluton en Scorpion. Je peux vous dire qu'en Iran, ils ont intérêt à raser les murs, les ayatollahs, là, parce qu'ils veulent rien laisser passer, ces jeunes-là. Et donc, alors, la relation angulaire entre Pluton et Jupiter, c'est elle qui définit comment fonctionne le Scorpion. Alors, la façon dont il fonctionne, quand c'est jaune, ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est capable de gérer grosso modo les prédateurs et qui sait, le Scorpion doit intégrer au niveau du Sagittaire la tolérance, la philosophie, le respect, etc. Donc avec la superposition Scorpion-Sagittaire coloré en jaune, on a affaire à quelqu'un qui gère bien quand même les relations humaines et qui est capable de remettre à sa place des prédateurs. Et souvent, donc, la problématique de ce Sagittaire-là, c'est de remettre en place des fortes personnalités, c'est-à-dire des très fortes personnalités. Et donc, quand on a une superposition verte, comme c'est le cas ici, on a affaire à des gens qui vont travailler dans un environnement où il y aura des forts prédateurs au niveau financier, dans les banques, dans les grandes entreprises, pour faire des contrats. J'ai connu quelqu'un justement qui travaillait à Hydro-Québec, qui avait cet aspect-là, et Hydro-Québec, il s'occupait des contrats à l'international avec les pays en Amérique latine. Et donc, c'est quelqu'un qui était capable d'aller négocier avec des dictateurs, avec des gens, etc., pour être capable de gérer des gros contrats. Et donc, on voit, alors, quand on a affaire, par exemple, à la coloration bleue dans la superposition Scorpion-Sagittaire, eh bien, on a quelqu'un qui n'intègre pas la diplomatie et le pardon. Chaque fois que vous voyez un Scorpion-Sagittaire coloré en bleu, faut pas le contrarier parce que, je veux dire, le retour des flammes est assez rapide. Hein. Quand c'est la coloration rouge, on a affaire à quelqu'un dans un environnement de travail qui va être extrêmement rapide. Le rouge, c'est toujours ce que j'appelle un aspect pompier, c'est un aspect de talent, donc c'est un aspect pompier parce qu'il agit dans l'instantané. Il y a un prédateur quelque part, le gars, il va le remettre à sa place. Quand c'est le mauve, alors là, ça devient intéressant. On a un astrologue à Montréal très connu qui a cette coloration mauve-là, et il passait tout son temps, il y a déjà 20-30 ans de ça, il faisait des rencontres astrologiques et son objectif, avec sa superposition Scorpion, Sagittaire colorant en mauve, c'était de piéger les astrologues justement pour démontrer qu'ils étaient incompétents. Et donc, c'est ça la superposition Scorpion-Sagittaire colorant en mauve, c'est une stratégie pour démolir les abuseurs. Intéressant à observer. Alors, maintenant, on a la superposition, comment dirais-je, Sagittaire, Capricorne. Ah, là aussi, c'est une super magnifique superposition parce que le signe du Sagittaire, sidéral, c'est le signe du mental supérieur, c'est-à-dire les réflexions, les grandes idées, les réflexions qu'on peut avoir sur la société, sur la vie, sur l'environnement, toutes les réflexions qu'on peut avoir, y compris d'ailleurs au niveau des doctrines au sens large. Hein. Et donc, on découvre que le Sagittaire sidéral, il détient ce que j'appellerais une connaissance, une réflexion globale sur des sujets particuliers. Et donc, dans le Capricorne, il doit féconder ses connaissances pour les mettre en œuvre. D'accord? Et donc, là encore, les couleurs viennent jouer un rôle extrêmement important. Quand c'est coloré bleu, par exemple, on a affaire à quelqu'un qui est buté, qui n'a aucune tolérance avec les idées des autres, puis c'est ce que lui pense qui est important, etc. Et il est souvent pas mal borné au niveau des idées. Quand c'est jaune, ben, on a affaire à quelqu'un qui a un grand équilibre entre ses idées et puis la mise en œuvre de ses idées. Quand c'est rouge, on a affaire à quelqu'un, là encore, c'est ce que j'appelle un aspect pompier, c'est quelqu'un qui a des réponses à tout sur des difficultés,
spécifiques. Par exemple, on est en voyage, on a un problème là, ben, et la personne aura tout de suite la réponse. On a la coloration verte. Alors ça, c'est intéressant. La coloration verte, c'est Greta Thunberg qui, avec sa coloration verte, ben, elle apporte les solutions à l'humanité. Et donc, on a souvent, avec la coloration verte, des gens qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils cherchent véritablement ou ils veulent apporter des réponses à l'humanité au niveau de toutes les problématiques de pourquoi on n'est pas dans un paradis sur Terre. Et donc, etc. Et la coloration mauve, c'est intéressant parce qu'on a en mauve, c'est quelqu'un qui est en questionnement permanent. On a notre Premier ministre au Canada, Justin Trudeau, qui a ça. Donc, il est toujours en train de s'habiller dans des vêtements différents. Il s'habille en indien, il s'habille avec des plumes, il s'habille. En tout cas, il est toujours en train de s'identifier à l'autre, avec les valeurs des autres. Il est en questionnement permanent. Bonjour les dégâts. La superposition Capricorne-Verseau. Alors la superposition Capricorne-Verseau est intéressante. Là, elle est colorée en mauve avec Saturne et Uranus. Et donc cette coloration, ben, entre autres, c'est celle de Gandhi. C'est-à-dire qu'on a affaire, le Capricorne sidéral, c'est quelqu'un qui détient une certaine conscience des choses et qui doit les féconder dans le Verseau, c'est-à-dire les faire passer, les faire avaler. Et donc, ici, la problématique donc entre le Verseau, entre le Capricorne et le Verseau, c'est de mettre en œuvre des grandes idées et de les faire accepter par les autres. Et donc ici, quand c'est mauve, comme dans la coloration Saturne-Uranus à 40 degrés, qui est donc le premier quintile, le premier aspect de quintile, c'est quelqu'un qui est toujours dans la tolérance, dans chercher la compréhension, qui va toujours chercher des solutions pour faire en sorte que les personnes qui sont sans solution dans leur vie, ben, il va chercher à trouver des solutions, à leur trouver un emploi, les accepter dans leur médiocrité, etc. C'est comme ça que Gandhi, par exemple, il a voulu faire tomber les classes sociales en Inde, etc. C'est vraiment intéressant à observer. Et donc, la coloration verte, par exemple, de la Capricorne Verseau, on a affaire à quelqu'un qui va être toujours en train de négocier entre l'autorité et les personnes. C'est quelqu'un qui pourra jouer un rôle de psychologue, d'astrologue, entre autres, et qui détient un peu une mission de trouver des réponses pour tout le monde, pour que tout le monde ait sa place dans la société. Et donc, la dernière superposition ici, qui est tout aussi intéressante, c'est la superposition donc Verseau sidéral poisson. Ici, elle est colorée en verte. Et donc, la problématique du poisson tropical Verseau sidéral, c'est d'intégrer justement, de s'ouvrir au monde. Et donc, la problématique du Verseau, c'est de toujours réfléchir à sa gang. C'est pour ça que je parlais d'ailleurs dans le dernier cours, que Uranus gouverne les religions, les corporations, les associations de joueurs de boules, n'importe quoi, parce que c'est des gens qui veulent développer ce que j'appelle un ego collectif pour se considérer collectivement comme meilleurs. D'ailleurs, on le voit actuellement avec les grèves en France, le préjudice que peuvent poser ces corporations de personnes. On le voit aussi en Iran avec les corporations religieuses qui font en sorte que les autres n'ont pas le droit d'exister. Et donc, la superposition Verseau-Poisson, l'objectif, c'est de s'ouvrir au niveau du cœur, c'est-à-dire d'accepter les autres tels qu'ils sont, en sachant que chaque être humain est d'origine divine et que c'est pas l'être humain qui doit décider de ce qu'un autre être humain est venu faire sur Terre. Et donc, quand on a un aspect quand on a une superposition colorée en vert comme ici, on a affaire à quelqu'un qui doit être un pionnier au niveau humanitaire pour amener les gens vers l'ère du Verseau, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrières au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau, comment dirais-je, sociétal. Il n'y a personne qui doit se retrouver meilleur que l'autre. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert à tous,
en termes de culture, de religion, etc. et de race. Et alors, c'est ça qui est intéressant donc à observer, c'est vraiment un aspect magnifique. Et j'ai une amie astrologue à Montréal qui a cet aspect-là, puis elle va se reconnaître là-dedans. Alors, j'ai pas parlé des autres couleurs. Alors, les autres couleurs, donc c'est intéressant d'en parler aussi, c'est que quand c'est coloré en bleu, on a affaire à quelqu'un qui a des problèmes avec les autres cultures, avec les autres religions, et qui ne va s'intéresser qu'à son groupe. Et donc, j'ai par exemple des amis français aux États-Unis et ils ont énormément de problèmes à s'intégrer avec les valeurs et la façon de faire et les religions et les attitudes et les comportements des gens qu'on retrouve aux États-Unis. Donc, elle est dans cette problématique-là, donc c'est pas évident. Alors, la coloration jaune, donc c'est quelqu'un qui est très accueillant avec les étrangers, etc. La coloration rouge, donc c'est quelqu'un qui va être dans la dynamique d'améliorer le sort des gens qui sont, un peu exclus dans la société. Voilà un petit peu, je fais un tour rapidement quand même de toutes ces superpositions. Alors j'invite les gens effectivement à aller voir toutes les superpositions, toutes les couleurs, toutes les combinaisons de couleurs, de signes, de superpositions de couleurs sont décrites dans mon livre dont je vais parler plus loin. Voilà. Alors maintenant, je vais parler j'ai appelé ça les bons aspects du double zodiaque. En fait, c'est un petit peu un préambule pour les prochains cours, là, donc je vais parler de tout ça. C'est que chaque superposition du zodiaque est gouvernée par une paire de planètes. Donc ici, chaque paire de planètes est rattachée à sa superposition. Et donc là, je pris comme exemple la superposition Vierge-Lion sidéral pour montrer que chaque superposition est en relation avec les autres superpositions. Et donc, chaque superposition est en interaction avec les autres superpositions. Et c'est à chaque fois 4 planètes qui sont en relation. En relation. Et donc, il faut savoir qu'il y a 11 interactions par superposition. On a 12 signes, ça fait 132 interactions, mais comme elle touche 2 signes, c'est divisé par 2, donc ça fait 66 interactions au total. Ça, c'est un petit aperçu de ce qu'on verra dans les prochains cours. Voilà. Alors, il y a mon ami astrologue à Montréal qui m'a dit « Il ne faut pas que tu oublies de parler de l'absence de couleur ». Alors, c'est effectivement une remarque importante parce que dans l'astrologie traditionnelle, on parle souvent des planètes sans aspect, mais on tire à côté de la plaque parce que dans l'astrologie traditionnelle, on utilise 5 ou 6 aspects sur les 33 que j'utilise. Et donc, on ne sait pas si effectivement, quand on parle d'une planète sans aspect, elle est véritablement sans aspect ou s'il n'y a pas un aspect qui se cache derrière le non-aspect. Et donc, avec le double zodiaque et les 33 aspects qui couvrent tout le champ des aspects disponibles, si vous voulez, dans les relations planétaires, quand effectivement on a une planète qui n'a pas d'aspect, quand 2 planètes n'ont pas d'aspect, pardon, eh bien, on découvre que ça touche quelque chose de majeur dans la personnalité. Vous voyez, par exemple, moi, dans ma carte, je n'ai pas d'aspect entre Mars et Neptune. Et puis, donc, je suis quelqu'un pourtant ascendant Bélier, que j'ai beaucoup de compassion pour les gens, etc. Mais je me suis observé dans pas mal de situations où j'intervenais pas. J'étais juste observateur. Et donc, c'est comme si, par exemple, chez moi, j'étais dans l'inconscience de l'obligation d'agir. Et donc, c'est intéressant à observer ces manques d'aspect et on va voir tout l'impact que ça peut avoir dans le comportement des gens, etc., dans la vie, etc. On verra ça dans les prochains cours. Voilà. Je voulais en même temps faire un petit aperçu du prochain cours, où on va parler des 12 maisons du double zodiaque. Alors là, c'est encore un miracle pour le double zodiaque, c'est que chaque maison, on a vu avec la notion de continuum que les signes du zodiaque donc avaient
continuité à travers les signes, et bien là, on va voir avec le prochain cours combien les maisons ont un impact, une continuité dans leur réaction en fonction du double zodiaque d'une maison à l'autre. Et c'est passionnant parce que, par exemple, ici, pigeon création au niveau de l'ascendant, c'est les gens posent un geste et la maison 2, en fait, et donc là, les gens posent un geste au niveau de la maison 1, ça va dépendre des deux signes superposés, de la couleur, etc., etc., etc. Et la maison 2, elle, ça va être le signe superposé suivant, qui lui aussi va avoir des couleurs, etc. Et on va découvrir que cette maison 2, elle vient poser un geste sur la maison précédente. Et donc, je vais vous tenir tout le discours là-dessus au prochain cours. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette structure de maison qui permet de comprendre les cartes du ciel et de véritablement conseiller les gens pour mieux, pour qu'ils se comprennent mieux. Alors, à la prochaine. Alors voilà, c'est ça, là c'est le résumé de mon livre qui décrit les 5 couleurs, où j'ai décrit toutes les combinaisons de couleurs, etc. Donc je vous conseille aux gens de se le procurer. Et donc dessus, j'ai marqué qu'on peut se le procurer au Québec chez moi, j'en ai quelques cartons, et en Europe, c'est chez Aureas, donc, qui sont aussi les auteurs du logiciel. Voilà, c'est fini pour moi. Ouais, ouais, En 1 heure, c'est très court, mais moi, je conseillerais aux gens de se procurer mon livre. Puis à la ouais, fin, il y a comment télécharger le logiciel en version de démonstration. ouais. Avec, au moins, ils peuvent faire une carte avec toutes les autres affaires dessus. Mm. Donc, ils pourraient voir déjà avec leur carte c'est quoi qui se passe et d'avoir avec le livre les réponses pour eux-mêmes. Et donc, ça leur permettrait de mieux comprendre par la suite. Ouais, Voilà, c'est ouais. ça que je veux dire aux gens. OK, parfait, super. Puis, ben, si vous avez aimé ça, écrivez-nous en dessous de la vidéo parce qu'on aimerait ça avoir vos feedbacks. Aujourd'hui, c'est une belle journée d'automne, là. Peut-être que les gens sont partis marcher. Il faisait Mais beau. moi, ce que j'aime, c'est qu'une fois qu'on a fait cette vidéo en direct, Ouais. tu la prends en charge, tu l'améliores, J'enlève tout ce tu qui est la nettoies et oui, puis c'est tu la ça. publies sur YouTube. Et c'est ça qui est Exact. intéressant, c'est que autant le précédent cours est déjà sur le portail Zen, Ouais. autant ce cours-là va être sur le portail Zen. Donc ça veut dire que les gens peuvent le revoir autant de fois qu'ils le veulent. C'est ça le miracle, tu vois. Mhm. Le miracle Et, qui s'appelle Suzimat. moi, j'ai commencé à vraiment le lire et puis prendre le temps parce que j'ai compris là, tes aspects énergétiques, pourquoi tu utilises les couleurs plutôt que les autres aspects. Puis, en tout cas, il faut prendre le temps quand on ne connaît pas l'astrologie. N'oubliez pas, le prochain cours, ça va être sur les maisons. Les maisons. Puis là, il y en a qui vont tomber de leur chaise, là, tellement Ouais. ils vont découvrir des choses, surtout ceux qui ont déjà découvert l'astrologie. Les maisons n'ont rien à voir avec ce qu'on nous enseigne dans l'astrologie traditionnelle. Ouais, j'ai bien hâte parce que aussi je suis un peu mêlée quand une maison ou une planète arrive en deux et un signe en deux. En tout cas, ça, j'ai hâte que tu clarifies ça pour moi. Génial. Ben Merci. écoute, Suzy, merci, puis merci à tous les gens qui vont découvrir le double zodiaque. C'est vraiment pour moi un miracle, cette nouvelle astrologie. Ouais, ben pour moi aussi. Merci Jean-Paul, bon dimanche.